majeures. Alors la première au XIe siècle avec le soubassement conique de chacune des tours. Vous pouvez le remarquer grâce à la couleur, à l'opacité des pierres, vous y aidera. Suite à ça, la partie donjon et la partie centrale du château par laquelle nous allons monter, quant à elle, date du XIIIe siècle. 477 millions de mètres cubes d'eau à l'intérieur quand il est plein, car le point le plus haut où le barrage peut monter, nous n'avons accès au château que par la passerelle qui est située devant. Cette retenue, sachez qu'elle est classée 3e au niveau français, derrière celle de Serpenson et celle de Vouglan, à égalité avec celle de Sainte-Croix, avec une hauteur de barrage de 120 mètres de haut et donc une longueur de 21 km. Sur le haut de la haute, les fameuses fleurs de lys, l'emblème royal, qui quant à lui a été acquis à la bataille de Bouvines en 1214 par Pierre d'Estaing. Pierre d'Estaing, un des anciens propriétaires privés du château de Val, qui a sauvé la vie du roi Philippe Auguste, qui était coincé sous son cheval. Et nous sommes enfin arrivés au point culminant du château, qui est la charpente, comme vous pouvez le constater. Cette charpente qui, quant à elle, date du XVe siècle et est entièrement en chêne. Alors, quand ils ont décidé d'édifier cette charpente, ils ont coupé les arbres en grumes dans la vallée. Mais on ne coupe pas le bois n'importe comment. On coupe le bois noble à la lune montante, on coupe les cheveux à la lune descendante. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein. Le résultat est au-dessus de votre tête 600 ans après. D'une fois que les arbres étaient coupés en grumes à la lune montante, ils étaient mis dans le lit de la Dordogne. Le lit de la Dordogne, quant à lui, a mené tout ce bois jusque sur l'île d'Aix, sur l'océan Atlantique, où là, le bois restait trempé pendant plus de 40 ans dans l'eau. 40 ans, pourquoi? Eh bien, non seulement pour durcir le bois, mais surtout pour évacuer le tanin du chêne, car le chêne est gorgé de tanin. Suite à ça, le bois a été réacheminé vers ici, entièrement travaillé au galbe du bois pour toutes les parties circulaires, donc cintré selon le fil du bois en forme de roue qui épouse le galbe circulaire de cette roue. Suite à ça, les parties droites comme celle-ci étaient faites à la hache et finies à l'herminette. Suite à ça, la charpente était installée, édifiée et entièrement chevillée en bois. Vous n'y trouverez aucune pointe dedans. Tout est entièrement chevillé en bois, pris dans des tenons, fait dans les règles de l'art. Je voudrais finir la visite sur une petite boutade parce que j'aime bien que les gens repartent avec le sourire. Elle est toute mignonne et sans grossièreté. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous saurait me dire donc comment un canard fait pour boire un coup quand il est sur la retenue du barrage de Bord-les-Orgues? Eh bien, tout simplement, il se paye une canette. En fait, aujourd'hui, le niveau du viaduc est à 95 mètres en fait, entre l'eau et le point le plus haut du viaduc. Alors, le plan du Cantal, c'est celui... Il y a encore d'autres sommets sur la droite, mais c'est le plus haut en fait d'ici. Alors vous avez aujourd'hui deux îles en fait qui sont au milieu de l'eau, vous voyez, qui sont juste sur votre droite. Qu'au moment de la mise en eau du barrage, tous les serpents se soient réfugiés sur cette île. Le château d'Alloz, il est vraiment très important dans son histoire par rapport à la guerre de 100 ans. La roche, là, c'est du basalte, en fait. Vous voyez, c'est une pierre qui est assez sombre. On a des roches volcaniques au niveau des contreforts, du basalte au niveau du portail. Juste ici, voilà, c'est vraiment les pierres locales. On trouve aussi le tuf qui, lui, est plus marron. C'est vraiment une cité médiévale. Voilà, donc la population 800 à peu près habitants, 800-850. On peut voir l'emplacement d'anciennes échoppes. Vous voyez, cette mur en voûte. Donc cette rue marchande, pourquoi? Parce qu'il y avait l'industrie de la laine a été prépondérante à une époque. Alors pourquoi? Et donc ici se trouvait le musée des Ursulines, qui ont été chassés à la Révolution, qui est une tour quadrangulaire qui date du XIe siècle. Donc ce qui reste là, c'est en fait le donjon de l'ancien château fort. Appelé le loup-garou. Oui, le loup-garou, voilà, c'est ça. Alors on peut s'étonner de ce gros chien, mais il paraît que c'était des genres de chiens malinois à l'époque pour garder les troupeaux. Oui, un par un. Prenez votre temps. Voilà la truyère. La truyère, c'est une grande dame parce qu'elle mesure 160 km. Elle va se jeter dans le Lot en entrailles. Voilà. Il y a un autre petit ruisseau, mais qui a son importance aussi, qui fait peut-être effet de parents pauvres, parce qu'il ne fait que 10 km. Il descend de la Margeride et il passe derrière la ville. Faites-la tout doucement.
important de poser son pied. Alors, ces petits fromages, eh bien, ce sont ces tomes de montagne. C'est un bleu également. Donc, très prochainement, on va accueillir les narcisses. On va accueillir donc toutes ces fleurs qui vont partir à Grasse pour faire des parfums. Très vite, on va effectivement avoir des champignons, le mousseron, la girole, le cèpe. Ça regorge de champignons. Dans la bassine. Donc système de pompe et de ventouse qui faisait que parfois ça faisait un remous et ça lavait le linge. Ce musée donc, que vous avez ici va vous raconter un peu l'évolution de l'agriculture par la mécanisation. Sous l'époque, et puis il n'y avait pas le plastique. Voilà, ça se perçait, mais il fallait réparer pour aller ensuite traire la vache ou chercher l'eau à la fontaine. Voilà. Il prenait un mètre, il prenait le mètre et il allait mesurer la longueur du pied. Voilà, et à partir de la longueur du pied, il savait qu'il fallait faire un sabot de tel ou tel grandeur. Et ensuite, donc, on prenait tous ces outils, on allait creuser les sabots et voilà. La chaudière là, regarde, elle est toute neuve. Aujourd'hui, dans l'agriculture moderne, on se dit oh, il n'y a pas besoin de labourer, on peut faire des semis directs. Ouais, mais quand on fait le semis direct, on ne laboure pas, mais on fait, on fait germer les mauvaises graines. Mais comme derrière, on va passer le désherbage chimique. Voilà. Combien de temps, on ne sait pas. Continue comme ça, c'est un choix. Celui-ci date de 1900, c'est le premier vraiment d'ici de la région de la Margeride. Et là, par contre, il fallait des bœufs pour labourer. On pouvait labourer avec les vaches, mais pour labourer avec les vaches, pour faire un hectare, mon père me disait qu'il fallait quasiment une semaine. Alors on va faire tourner les bœufs. Voilà. On met tout ça en haut. Le vent va la et arrive dans le fondeur. Avec deux grands brancards de 4 mètres de chaque côté, donc 8 mètres d'envergure, un cheval de chaque côté, faisait tourner la batteuse qui est là. Il est rouge, hein, ça lui prend C'est une Massey Harris, avec un moteur Volkswagen, la charrue, Ils sont en état de marche, ces tracteurs? Tout tourne. même les moteurs qui sont là. C'est joli, hein. Ah oui, moi je trouve ça magnifique. J'ai précipitation par les monts du Cantal et de l'Aubrac. Nous avions une porte ici, une porte qui était assez... On sait quand même comment c'est l'histoire de Saint-Flour, c'est au IVe siècle. Nous sommes pourtant dans une cathédrale de style gothique flamboyant. Il est en pierre de Volvic et alors il est représenté avec sa barbe, une auréole et surtout sa corne. Ça c'est un attribut de Florus tout simplement parce qu'il appelait ses fidèles avec la corne. Si, petite précision quand même, vous voyez que le mobilier d'église, là ici, il est contemporain. Ensuite, je voulais vous parler de la hauteur. J'entendais madame qui me disait ça a l'air vraiment grand. Il y a 17 mètres seulement sous les voûtes. Une colonne, vous allez avoir les chapiteaux. Et ça bloque le regard. Là, il n'y a rien qui bloque le regard. Ils sont là, Julie. Nous sommes à la terrasse des Roches, où nous avons une très jolie vue sur la ville basse. Je vous disais tout à l'heure que Saint-Flour est divisé en deux parties. Pour le moment, nous avons découvert la ville haute. Et maintenant, j'aimerais vous faire une petite lecture de paysage de la ville basse. Ben voilà, tout l'artisanat se trouvait par là-bas. D'accord ? Tout au fond là-bas, au niveau des éoliennes, c'est le col de la Flageole. On est à 1100 mètres d'altitude à peu près. Et alors là-bas, il fait encore plus froid qu'ici. Donc ici, on est dans le Cantal, dans le département du Cantal, dans le 15, pas très loin de la Lozère, pas très loin de l'Aveyron, on est à la limite. On est ici à 750 mètres d'altitude. C'est quand même la moyenne montagne. Hein. Donc les hivers sont très froids ici, il y a beaucoup de neige. La source du Parrain, c'est la seule qu'on peut voir. C'est exceptionnel à voir à eau chaude. Donc le premier bassin, vous l'avez touché, il est à combien de degrés d'après vous ?
Il est à 50 degrés celui-là. Le deuxième bassin là-bas est moins chaud. Vous voyez que l'eau s'écoule tout doucement là au milieu. Elle se refroidit. C'est à peu près 40 degrés le deuxième bassin. Puisque ce lavoir, il est alimenté par une source qui se trouve dans le ruisseau, qui s'appelle la source de l'estande. Ça vient du mot tendre, les cordes qu'on tendait entre deux piquets pour écarter le linge. Donc cette source de l'estande est à 62 dans le ruisseau. Donc on l'a captée, on l'amène ici dans des tuyaux en PVC, c'est pour ça qu'elle se refroidit. Par contre, que les choses soient claires, hein, le débit et la température des 32 sources, ça ne varie jamais. Quelles que soient les saisons, été comme hiver, la source du Par, elle est toujours à 82. Hein. Et là, un débit constant également. Ce qui est intéressant ici pour le lavoir, c'est ce dépôt blanc là, sur le robinet et sur cette paroi. Ça, c'est du bicarbonate de soude. Donc ça, c'est très intéressant ici, puisque ça a la propriété de blanchir naturellement le linge. Dans le temps, on venait ici au lavoir faire tremper la laine de mouton. Puisque le long du ruisseau là, qui traverse ce village, qui s'appelle le Remontalou, il y avait des moulins à fouler la laine, à la presser. Cette laine de mouton, on venait la faire tremper ici. Grâce au bicarbonate, ça la dégraissait, ça la blanchissait naturellement. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi. Alors, si c'est trop chaud là, vous pouvez aller là-bas. Hein. C'est un travail d'équipe. Alors là, vous pouvez sortir les appareils photo, parce qu'un monsieur qui lave au lavoir, hein, c'est pas souvent qu'on le voit. Là, mais il a l'air très... Alors, normalement, vous n'avez pas à vous mouiller les chaussures. Hein. J'ai choisi le bon. Les parois du lavoir sont inclinées. Normalement, c'est fait exprès. C'est le faire. Voilà, mais dans la technique. Ah oui. Là, je ne sais pas où sont les dames de ces messieurs. Là. Là-bas. Vous avez bien fait de les amener à Chausseg. Hein. Je suis sûre qu'ils n'ont jamais lavé le linge à la maison. Vous savez qu'ils n'ont jamais lavé le linge. Alors, le battoir, c'était... Voilà, le battoir, c'était pour les grosses pièces. Voilà. Attention, alors, normalement, les dames, quand elles lavaient le linge, elles chantaient. Elles chantaient en même temps. Non mais on le sait, les hommes ils savent pas faire deux choses à la fois. Alors il est sourd et il remue. Alors il faut les sourire pour aller les prendre après. Hein. Voilà. C'est avec le battoir qu'on les sort. Ah, ça va te devenir agréable. Ah non, mais j'en sors en bout. Il sera récompensé. Oh. Vous allez voir sur les trottoirs du village des plaques en fer comme il y a là-bas en face, qui servent normalement à l'entretien des canalisations. Alors voilà ce qu'on appelle ici la source du Par, P-A-R. Alors pourquoi on l'appelle ainsi ? Bien parce que dans le temps, on venait ici parer les cochons. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ouais. Nous, ils étaient tués directement dans ce quartier. Il y a un anneau là par terre où on accrochait les cochons. Et ensuite, on les saignait. Une fois morts, on les ébouillantait avec cette eau. Et cette soie, ce poil, s'enlevait plus facilement. Donc la source du Par, P-A-R, ça vient de parer. Ce que vous voyez couler là, c'est pas vraiment la source du Par. Hein. La vraie source du Par, elle est derrière les portes en fer que je vais vous ouvrir. C'est derrière ces portes que l'eau est à 82. Ici en bas, c'est juste le trop-plein. Et c'est 80, il y a une petite déperdition. Ce trop-plein, il n'est pas perdu, hein. Il ne sert pas que pour les photos. L'hiver, on l'envoie à l'église pour la chauffer. Et l'été, à la piscine municipale. Ça n'est pas perdu, cette eau. Hein. Comme promis, on va faire cuire notre œuf. Il est cru. Quand je vais le mettre dans la casserole, il va tourner. S'il avait été cuit à l'avance, il irait directement au fond.
Voilà la casserole qui est utilisée ici au musée depuis 15 ans pour faire cuire les œufs. Et qu'elle est culottée. Elle se fond dans le décor, c'est pour ça qu'on ne la frotte pas. Cet œuf, d'après vous, on va le laisser combien de temps là sous l'eau chaude pour faire un œuf dur? 10. Ah, c'est pas un micro-ondes là, hein? 10 minutes. 10. À la maison, il faut 10 minutes quand on bout. Ici, elle ne bout pas, elle est à 80. Ouais. Donc on va le laisser bien un quart d'heure pour être sûr d'avoir un œuf dur. Adrien. Il a sa récompense quand même. Oui. Matière C'est notre photographe. Non, il avait gagné le droit d'aller se faire cuire un œuf. Mais bon. Mais c'est hiver. Non, non. Alors si vous voulez un bout d'œuf dans un quart d'heure, il faut être gentil avec monsieur. Hein, parce que c'est lui qui décidera s'il partage ou pas son œuf. Donc mesdames, faites ce que vous voulez pendant un quart d'heure. Donc voilà, la vraie source du Par, elle est ici. C'est ici que l'eau est à 82. Donc ici, c'est l'eau la plus chaude d'Europe, naturelle. Il y a des sources plus chaudes, mais elles sont pompées, où il y a un forage. Non, non. Cette eau remonte naturellement de 5 km de profondeur. Et c'est la chaleur de la terre, la géothermie, qui la réchauffe. Donc l'eau que vous voyez ici, c'est de l'eau millénaire. De la pluie et de la neige qui est tombée il y a des milliers d'années. Cette eau s'infiltre dans le sol. En s'infiltrant, en descendant, elle se réchauffe. Dans notre région, elle prend 5 à 7 degrés tous les 100 mètres. Elle descend donc jusqu'à 5 km, rejoindre une nappe dans laquelle elle arrive à peu près à 200 degrés. Et ensuite, poussée par le gaz carbonique, elle remonte naturellement. Donc elle met des milliers d'années pour descendre et se réchauffer, et seulement quelques heures pour remonter. J'ai coupé le nom. Alors on arrive à Nasbinal, au cœur des pâturages de l'Aubrac. On est à 1155 mètres d'altitude ici. On est passé avec la Galoumi, hein. Le lac de Salien sur notre droite, qui s'étend sur 4 hectares. On trouvait sur les plateaux de l'Aubrac. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les burons servaient à loger les vaches pour la fabrication du fromage lors de l'estive. L'estive, je vous l'ai bien dit, c'est entre mi-mai et mi-octobre. Buronnier, juste pour vous les citer, vous aviez le roule qui était souvent un homme à tout faire, le bédelier qui s'occupait des veaux, le pastre qui fabrique la tome, et puis le cantales, le patron du buron. En activité en France. Après, dans les années 60, on passe à 60 bureaux en France, 2000 à 60 et de 264 à 51 en Aubrac. Donc il y a vraiment une chute. Ça, c'est dû à la pénibilité du travail. Ah oui, ça nous l'avait fait une fois. Ah oui. Voilà, c'est des...
C'est bon pour la mémoire, la saucisse. Il y a à peu près 6 habitants au kilomètre carré. Vous voyez, c'est très peu nombreux. Hein. Et donc l'Aubrac, on se situe entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Et ma soeur, je salue après, elle est à... Moi, je salue. Ah ben, au revoir. Tu nous enverras une carte postale? Tu n'as pas une... Non, oui, vous avez 4 filles. Ah, moi, oui. Je sais pas ton adresse. Je sais pas où tu as dit. Je ramène des billes, je vois pas mon père. Tu peux regarder, ça ressemble tout. Hein. Donc, une racine peut faire jusqu'à 5 kg. Les bouteilles sont déposées manuellement sur la table d'accumulation au fond de la pièce. Elles passent dans la première machine à droite qui s'appelle l'insuffleuse. L'insuffleuse projette de l'air stérile dans les bouteilles afin d'enlever les impuretés. Ensuite, elles passent dans la deuxième machine qui s'appelle la soutireuse. Là, les bouteilles sont remplies d'avèse par le tuyau inox que vous avez en haut sur la droite, le chai étant de l'autre côté de la route. Ensuite stocké et commercialisé.